Bonjour à tous, ici Alban Cambe, auteur entre autres de Nature Aventure Survie et L'art ancestral de la navigation naturelle. Bienvenue dans l'épisode 32 du podcast Nature Aventure Survie, dans lequel on parle bushcraft et naturalisme. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement s'est bien déroulé pour vous. Si vous avez été confiné, j'ose espérer que la nature vous aura manqué et que vous mourrez d'envie d'y retourner. Personnellement, depuis la levée des interdictions sur les forêts, j'y vais tous les jours à la découverte de nombreuses ressources. Ce podcast est d'un format nouveau par rapport aux précédents épisodes car je n'ai pas pu enregistrer d'interview suite aux événements actuels. J'avais une super interview avec Robert Paturel mais le son était complètement pourri. Vous la retrouverez d'ailleurs bientôt probablement sur le site de mon camarade Guillaume, protegor.net. J'ai donc réfléchi à différents thèmes à aborder pour vous accompagner dans la découverte de ce que je nomme le bushcraft naturaliste, c'est-à-dire le bushcraft qui se focalise sur les ressources naturelles et qui fait fi du matériel. Je vous propose de commencer ainsi avec un thème qui peut paraître austère de prime abord, mais qui se révèle en fait d'une utilité formidable une fois que vous prenez l'habitude de faire des recherches documentaires. Avant de commencer, je voudrais remercier Arnaud et Christophe pour leur soutien sur PayPal, et merci également à Caminaire des Bois sur Instagram pour l'échange que nous avons eu au sujet du podcast. Merci à Norseman Resilience pour avoir proposé un thème très intéressant que je vais du coup aborder dans le prochain épisode. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller vous abonner à mon profil Instagram sur lequel je poste chaque jour une photo et une description exhaustive d'une astuce bushcraft, d'un indice de navigation naturelle ou d'une ressource comestible, voire médicinale. Vous pouvez également facilement me poser des questions de cette sorte-là et être informé de mes prochaines publications. Rassurez-vous, je ne poste pas de selfies torse nu dans la forêt sur Instagram. Ça reste du bushcraft et surtout, il y a une vraie description derrière. Si vous préférez le site internet, vous vous rendez sur albancambe.com et vous vous abonnez à la newsletter. Si vous vous êtes déjà frotté à un ouvrage de terrain naturaliste, il y a fort à parier que vous aurez découvert des noms latins, à côté des photographies ou de la description de certaines plantes ou champignons. Loin d'être une sophistication pompeuse, il s'agit là en fait d'une clé capitale pour une identification rigoureuse et sûre. Plus qu'on ne le croit, en bushcraft, chaque pratiquant devrait apprendre à utiliser ce qu'on appelle la nomenclature binomiale. Si vous avez déjà parcouru l'un de mes livres, ou si vous me suivez sur Instagram, où je poste une photo par jour ces temps-ci, vous avez sûrement remarqué que je m'efforce à chaque fois d'indiquer ces deux noms latins pour chaque ressource que je présente. Alors bien sûr, c'est mon côté prof de SVT, mais c'est aussi par rigueur scientifique, afin d'être sûr que l'on parle bien de la bonne plante ou du bon champignon, et pas d'un autre. Donc ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est justement ce que signifient ces deux mots latins, et en quoi est-ce qu'ils sont importants lorsqu'on va sur le terrain, en quoi est-ce qu'ils sont importants lorsqu'on fait des recherches. Alors la nomenclature binomiale, qu'est-ce que c'est ? On attribue la nomenclature binomiale à un naturaliste suédois du XVIIIe siècle, Carl von Linné. C'est pour ça qu'on parle aussi de binôme linnéen. Celui-ci a en effet emboîté le pas à d'autres scientifiques, et notamment des Français, et a décrit un grand nombre d'espèces vivantes en utilisant ce système. Il a également proposé une classification des êtres vivants qui n'était pas parfaite, mais qui avait au moins le mérite d'essayer de classer les êtres vivants dans différents groupes. Et pour classer ces êtres vivants, il a utilisé en particulier des noms latins plus ou moins descriptifs. En bushcraft, peut-être que vous connaissez par exemple la Daldinie concentrique, ce champignon qui sert à allumer du feu et qui présente des vertus cicatrisantes désormais démontrées par la science. En latin, on l'appelle Daldinia concentrica. Donc vous remarquez tout de suite que le nom français, ou le nom vernaculaire, tel qu'on le dit, est une traduction littérale finalement du mot latin. C'est transparent, c'est facile à reconnaître. En revanche, si je vous parle de l'amadouvier, un autre champignon qui est utile pour allumer un feu,
et pour panser des plaies. Eh bien là, le mot latin que j'utiliserais, ce serait plutôt fomes fomentarius. Donc là, pas forcément transparent pour le profane. La nomenclature binomiale, ou binôme linéen, c'est un système permettant de nommer les choses vivantes selon leur genre et leur espèce. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la classification des espèces, ce sont des regroupements d'êtres vivants basés sur des caractères communs. Par exemple, les vertébrés, le groupe Vertebrata, possèdent, pour tous les êtres vivants qu'ils composent, ils possèdent tous donc un squelette avec une colonne vertébrale. Les mammifères, eux, donc c'est le groupe que l'on nomme en latin Mammalia, ils possèdent tous des poils et des mamelles, pour simplifier. Et de façon plus large, on trouve le groupe des animaux, à côté du groupe des plantes, lui-même inclus dans le groupe des végétaux. Donc vous voyez qu'on a des groupes plus ou moins grands, qui sont emboîtés les uns dans les autres. Et même en allant plus loin, on pourrait regrouper l'ensemble des êtres vivants dans un groupe dont le caractère commun serait la cellule, avec ou sans noyau, une cellule qui comporte simplement de l'ADN, cellule qui contient la machinerie nécessaire à la reproduction de l'être vivant, et ce groupe-là, justement, ce serait le groupe, le super groupe, si vous voulez, le méga groupe des êtres vivants. Donc petite parenthèse, si la cellule est le critère qui nous permet de regrouper ensemble tous les êtres vivants, eh bien les virus, qui n'ont pas de cellules, sont exclus du monde vivant. Alors à l'heure actuelle, c'est un grand débat, on parle beaucoup des virus, surtout ces temps-ci avec le Covid-19 bien entendu, mais à l'heure actuelle, le virus, en fait, les virus sont vraiment... c'est un groupe vraiment bâtard, on ne sait pas si c'est vraiment du vivant ou pas, selon l'angle d'attaque par lequel on les étudie, on va considérer que c'est plus ou moins vivant. En gros, un virus, ça contient de l'ADN ou de l'ARN, et ça doit utiliser obligatoirement une cellule d'être vivant pour se multiplier. Le virus, il n'a pas de cellule, il n'est pas capable de se multiplier tout seul. Bref, c'était la petite parenthèse spéciale pour mes troisièmes. Si vous visualisez donc cette classification en groupes emboîtés, des groupes plus ou moins grands, vous pouvez descendre dans la hiérarchie le long des règnes, des divisions, des classes, des ordres, des familles. Les familles, on en parle beaucoup en botanique parce que c'est un bon moyen de regrouper des plantes qui partagent en fait des caractères communs, qui sont facilement identifiables. Par exemple, la famille des Lamiacées, elles ont toutes une tige qui est carrée, des feuilles qui sont opposées deux à deux, et souvent, en plus, elles sont très aromatiques, elles dégagent un parfum très, très marqué. Bref, et on aboutit à la fin de cette hiérarchie à deux catégories, le genre et l'espèce. Que signifient ces deux noms? Selon les règles d'usage, lorsque vous rencontrez un binôme linéen dans la littérature, si l'écriture a été faite sérieusement, ce n'est pas le cas chez tous les éditeurs, petit tacle en passant, vous verrez que ces noms latins sont écrits en italique dans une police classique, et inversement, lorsqu'on a une légende en italique, en général, le nom latin est écrit normalement. Donc le premier mot que vous allez trouver, c'est le nom générique, le nom de genre. Il est identifiable facilement car il porte toujours une majuscule. Le nom d'espèce qui le suit, par contre, ne porte jamais de majuscule. On a deux noms latins qui se suivent, le premier a une majuscule, facilement repérable, le deuxième n'en a pas. J'en profite du coup pour vous informer que mon prochain ouvrage Bushcraft Suivez le guide paraîtra aux éditions Idéo début juillet. Dans ce livre, je vous propose de m'accompagner sur le terrain lors de sorties et de grandes randonnées pour retrouver des petites astuces et surtout pour en tirer les grandes leçons que j'ai pu apprendre durant ma pratique et certains moments délicats. Dans ce livre, justement, il n'y a pas de photographie. Donc dès que je parle d'une ressource naturelle, que ce soit des animaux, des plantes, des champignons, j'utilise ce binôme linéen pour être sûr de désigner la ressource vraiment de façon précise, afin que vous puissiez ensuite aller chercher par vous-même sur Internet ou dans un ouvrage, eh bien, à quoi correspond cette plante, ce champignon ou cet animal, et pas un autre. Le binôme linéen prend alors tout son sens avec le nom de genre et d'espèce bien précis. On va commencer par un exemple. Si nous devions parler de l'homme moderne, de nous, quoi, nous pourrions nous qualifier d'Homo sapiens. C'est un mot que vous avez probablement tous déjà entendu. Homo, avec un H majuscule, c'est le nom de genre. Ce mot latin est à l'origine du mot homme en français.
Il est donc relativement transparent, et le genre Homo s'applique en fait à tous les êtres vivants et les fossiles qui présentent différents caractères. Pour n'en citer que quelques-uns, c'est par exemple une bipédie avec une voûte plantaire marquée, des capacités de vocalisation avec un os hyoïde au niveau du pharynx et du larynx, un pouce un petit peu plus long que chez les australopithèques pour que l'appréhension soit facilitée. Donc ça, c'est pour le genre Homo, ça désigne l'ensemble des êtres vivants, l'ensemble des espèces qui partagent ces caractères-là. Vient ensuite le mot sapiens, l'épithète spécifique, le nom d'espèce. Il signifie en latin savant, sage, intelligent si vous voulez, et ça permet donc de distinguer notre espèce des autres qui appartiennent également au genre Homo. Parce que chez les Homo, il y a Homo erectus, Homo ergaster et Homo neanderthalensis. Et pas de mauvais jeu de mots avec Homo, bien entendu. Donc attention, le binôme linéen est plus exactement latinisé. On le retrouve aujourd'hui dans la littérature scientifique avec de nombreux noms d'espèces, souvent, qui présentent une origine étrangère, que ce soit japonaise, chinoise, russe ou anglaise. De plus, ce binôme en fait doit avoir toujours un caractère descriptif pour que quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en latin puisse y déceler des caractères observables ou du moins comprendre d'où est originaire l'espèce dont on parle. Et parfois, simplement le nom d'espèce désigne en fait le nom de la première personne, du premier scientifique qui a décrit cette espèce-là. Prenez par exemple toutes les plantes dont le nom scientifique va comporter au rang d'espèce le terme officinal. Ça indique forcément qu'elles ont été utilisées de façon médicinale. Juste comme exemple, on a la consoude officinale, Symphytum officinale, ou la sauge officinale, Salvia officinalis. Là, le nom latin nous renseigne donc sur les vertus que peuvent nous offrir ces plantes-là. Par contre, ça peut aussi être une distinction vraiment physique, un caractère qui est observable. Parmi les champignons, si je vous parle de Ganoderma lucidum, c'est un champignon médicinal qui est réputé pour booster le système immunitaire et lutter contre les tumeurs. En étudiant le nom latin, là, donc vous pourriez comprendre tout de suite, si vous y connaissez un petit peu, qu'il s'agit d'un champignon du genre Ganoderme. Donc tous les ganodermes partagent le même aspect général, il suffit d'apprendre à reconnaître ce que c'est qu'un ganoderme. Mais l'adjectif lucidum indique ici que sa surface est brillante, un petit peu luisante. Donc en français, on pourrait traduire ça par ganoderme luisant. Ça veut dire que là, on s'intéresse vraiment à ce champignon-là qui fait partie des ganodermes et dont la surface est luisante. Et si on lui a donné ce nom-là, c'est parce que cette surface luisante est vraiment un caractère très spécifique pour pouvoir l'identifier. Lui et pas un autre. Cette espèce, en fait, je parie que vous la connaissez si vous vous intéressez un petit peu à la mycothérapie. On le connaît de par le monde, par son nom japonais, en fait, le reishi. Si vous avez bien suivi ces dernières paroles, vous allez très vite comprendre l'intérêt de cette première nomenclature. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise la nomenclature binomiale? Avec l'exemple du reishi, vous l'avez compris, eh bien, d'un pays à l'autre, le nom de la plante ou de la ressource va varier du tout au tout. Un autre champignon médicinal, par exemple, que j'adore, c'est le chaga. Chaga, c'est le nom sibérien. D'ailleurs, ce serait plutôt chaga, il me semble. En français, on l'appelle le polypore oblique, et en espagnol, il l'appelle le nariz de carbone. Donc, a priori, si mon espagnol n'est pas trop rouillé, ce serait le nez de charbon, un truc du genre. Donc, au plan international, par contre, on va toujours le décrire avec le binôme linéen Inonotus obliquus. Vous pouvez donc, quelle que soit votre langue maternelle, faire des recherches sur cette espèce précise en tapant ce nom latin dans un moteur de recherche. C'est aussi une façon pour les scientifiques de communiquer les uns avec les autres et d'être sûrs de désigner toujours la même espèce. Mais pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour en voir l'intérêt. Lorsque je travaillais sur mon ouvrage, mon premier bivouac, avec mon illustrateur italien, Leonardo Andri, je souhaitais faire apparaître à un moment un indice de navigation naturelle, que sont les gendarmes. Si vous ne vous êtes jamais intéressé à l'histoire naturelle, les gendarmes, pour vous, ça évoque les militaires en uniforme bleu avec un képi. Donc ce nom vernaculaire, ça désigne ces militaires-là, mais aussi les insectes
que l'on appellerait plus proprement des pyrocores, en termes scientifiques. Leonardo, mon illustrateur, a d'abord cru que je voulais vraiment parler des gendarmes, et pour lui c'était en italien des carabinieri. Donc là, je parlais pas du tout des militaires, j'étais vraiment sur les insectes, et pour bien lui faire comprendre, je lui ai donné justement le binôme linéaire, Pyrocorus aptera. De la sorte, il a tapé ça dans un moteur de recherche et il est tombé sur des petits insectes avec des élytres rouges et noirs qui s'agrègent au sud de leur support pour capter la chaleur du soleil, sans laquelle ils ne pourraient se mettre en activité. Donc ce comportement est intéressant en navigation naturelle puisque les pyrocores vont se regrouper plutôt du côté sud de leur support. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils portent un autre nom en français, on les appelle les pyrocores, les gendarmes, mais on les appelle aussi les cherche-midi, peut-être pour leur propension à vouloir se rapprocher du côté sud. Il est donc important de se référer à ce binôme linéaire pour être sûr de l'espèce que l'on souhaite étudier, précisément celle-ci et pas une autre. Si je vous parle de coccinelle, par exemple, vous voyez probablement la Coccinella septempunctata. C'est dur à prononcer. Alors qu'en fait, là, vous voyez visualiser juste une espèce de coccinelle, mais des coccinelles, il en existe des dizaines d'espèces différentes. Mais celle que je vous ai citée, c'est la coccinelle à 7 points. La coccinelle à 7 points, c'est celle qu'on a l'habitude de voir le plus souvent, avec ses élytres bien rouges et 7 points noirs sur le dessus. Et bien en réalité, cette coccinelle-là, la coccinelle à 7 points, elle possède près de 200 noms différents, rien que dans toute la France. Donc là, le binôme linéaire permet aussi de cibler une espèce très particulière. Alors pour le bushcrafter, celui qui souhaite se nourrir ou se soigner sur le terrain, cela peut faire peut-être parfois la différence entre la vie et la mort. Sans aller dans des extrémités aussi graves, cela peut surtout permettre d'identifier parfaitement une ressource que l'on souhaite utiliser, de différencier par exemple une espèce qui est efficace et une autre qui n'est pas efficace, mais ça permet aussi de s'élever un petit peu par rapport à des considérations un peu faciles qu'on nous assène dans certains ouvrages ou certains articles. Est-ce que vous connaissez les amanites ? Ce sont des champignons qui se reconnaissent facilement à leur volve, ça fait penser à une petite coquille d'œuf d'où serait sorti l'individu, et leur anneau au niveau du pied. Eh bien, j'ai déjà pu entendre dire, alors j'ai déjà pu entendre dire par certains guillemets spécialistes que les amanites sont des champignons toxiques. Ici, on englobe l'ensemble du genre Amanita, en lui prêtant des propriétés qui ne sont propres pourtant qu'à certaines espèces. L'amanite tumouche, par exemple, Amanita muscaria. Elle est toxique, certes, mais surtout hallucinogène. L'amanite phalloïde, Amanita phalloides, est mortelle. Mais l'amanite des Césars, l'Amanita caesarea, c'est dur à dire aussi, elle est non seulement parfaitement comestible, mais elle est délicieuse. Elle est vraiment reconnue comme un champignon de choix. Pareil pour l'amanite épaisse et l'amanite solitaire, qui sont comestibles, mais très difficiles à identifier si on ne prend pas garde à bien suivre tous les critères d'identification. Donc attention, les risques de confusion sont grands. C'est pourquoi parfois il faut faire de nombreuses recherches documentaires, il faut s'appuyer sur de bons conseils pour être sûr d'identifier parfaitement certaines espèces. Alors, du coup, il est possible aussi parfois de décrire certaines propriétés intéressantes, mais en faisant fi de l'espèce. En navigation naturelle, je parle souvent des digitales. Vous connaissez sûrement ces jolies fleurs roses qui poussent au bord des chemins. Et là, ça concerne la Digitalis purpurea, la digitale pourpre. Ou alors, il y a les fleurs jaunes de Digitalis lutea, en montagne par exemple. Toutes ces plantes, en fait, toutes les digitales, Digitalis pour le genre, possèdent des feuilles en rosette, douces et duveteuses, elles sont toxiques et développent une hampe florale qui se dresse de façon plus ou moins haute et qui porte des clochettes de quelques centimètres, dont la couleur varie du rose au blanc par exemple. Donc si je vous parle des digitales sans en préciser l'espèce, je fais référence au genre Digitalis. Et à l'écrit, je vous fais suivre le nom Digitalis, le nom de genre, de 3 petits caractères. Un S, un P et un point, tout attaché en minuscules. Ainsi, je peux décrire le fait que toutes les digitales, Digitalis SP point,
orientent leur clochette vers la direction de principal ensoleillement, ce qui peut me permettre de retrouver le sud lorsque je suis dans la nature. En conclusion, vous l'aurez compris, la nomenclature binomiale, elle est importante à maîtriser pour qui souhaite faire une étude précise des ressources naturelles, en particulier si vous voulez vous référer à de la documentation étrangère par exemple. Donc c'est une habitude que j'ai prise à la fac lors de mes recherches en botanique et qui me permet d'aller feuilleter dans des bases de données anglo-saxonnes, russes, espagnoles ou italiennes sans aucune difficulté, hormis parfois la barrière de la langue. Il faut savoir que la nomenclature binomiale, elle n'est pas utilisée que pour la botanique. Ça fonctionne aussi pour les animaux, pour les champignons, les bactéries, etc. etc. On l'applique même désormais à la description des nuages ou à la description de certains minéraux. Ce sont les composants qu'on trouve dans les roches. Donc sur le terrain, c'est un outil précieux lorsqu'on essaye de déterminer une ressource. Il faut alors se fier vraiment au caractère descriptif de l'espèce avec rigueur pour être sûr de cueillir le bon échantillon, celui qui nous sera utile, et pas une espèce voisine qui n'aurait pas les mêmes propriétés ou qui pourrait peut-être se révéler mortelle. Enfin, donc, juste pour être clair, selon moi, il est inutile d'apprendre par cœur ces noms latins, à part pour se la péter lors des sorties nature, ce qui n'a aucun intérêt. Il faut juste être capable en fait d'utiliser la nomenclature binomiale, le binôme linéen, à sa juste valeur, c'est-à-dire que c'est un outil. Il faut donc l'utiliser à bon escient lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc j'espère que vous y voyez désormais un petit peu plus clair sur ces histoires de noms latins, et j'espère surtout que vous pourrez vous en servir pour faire vos propres recherches ensuite sur Internet ou dans n'importe quel ouvrage en fait de documentation. Vous pourrez constater que j'essaye avec rigueur de les inclure dans tous mes écrits, même mes publications Instagram. Et ça, c'est justement pour permettre à mes lecteurs d'aller se documenter par eux-mêmes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et si ce podcast vous a permis d'apprendre quelque chose, si cela vous a plu, merci de soutenir mon travail avec l'une de ces 3 méthodes. Premièrement, vous pouvez vous procurer l'un de mes ouvrages, si ce n'est pas déjà fait, en vous rendant chez votre libraire de préférence. Ou alors vous allez sur Amazon. Ensuite, une fois que vous l'avez lu, n'oubliez pas de laisser un commentaire honnête et détaillé sur la page Amazon ou Babelio du titre. Et ça compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous pouvez ensuite procéder à un modeste don grâce au lien PayPal dans la description ou directement sur mon site, albancamp.com. Le montant est libre, vous pouvez faire un paiement unique ou renouvelable tous les mois, c'est à vous de choisir. Ça me permet de me payer du matériel, comme un micro par exemple, pour pouvoir venir m'enregistrer dans la forêt. Ça me permet de vous proposer du contenu de qualité visuellement. Dernier achat, c'était un trépied. Et en particulier, ça me permet aussi d'acheter des livres et de la documentation pour pouvoir restituer des connaissances, en découvrir davantage. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui aime la nature et qui souhaite découvrir ses secrets, que ce soit en bivouac ou lors d'une simple balade, eh bien parlez-lui de mon travail et recommandez ou offrez-lui un de mes livres. Je suis sûr que cette personne vous en sera reconnaissante, en tout cas, moi je le serai énormément. Pour poursuivre l'apprentissage, je vous propose désormais de me retrouver sur mon compte Instagram, que vous me trouvez avec @albancamp, pour découvrir chaque jour une nouvelle astuce ou une ressource en lien avec le bushcraft. Sur Facebook, la page est totalement automatisée, je ne mets jamais les pieds sur Facebook, donc désolé, je ne répondrai pas aux commentaires ni aux messages. Le seul réseau social où j'accepte de perdre du temps, c'est sur Instagram. Donc cela me demande beaucoup de temps, mais je suis sûr que vous pourrez en apprendre énormément. N'hésitez donc pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Envoyez-moi vos questions par message direct, ça me fait toujours plaisir de répondre également, ou vous pouvez passer aussi par mon site albancamp.com. Il est temps de nous quitter, dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle formule de podcast, je vous souhaite une bonne journée et un bon bushcraft à tous.